Jamais plus la guerre, on se rappelle de cette interpellation du pape Paul VI en 1965 à l'ONU pour les 20 ans de l'institution internationale après les guerres mondiales du XXe siècle et leurs millions de morts. Le 11 novembre, on le sait bien, les Français commémorent l'armistice de la Première Guerre mondiale ainsi que tous les morts pour la France. Jamais plus la guerre, c'est la paix qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité, poursuivait Paul VI, comme n'ont cessé d'ailleurs de le faire ses successeurs jusqu'au pape François. Pour autant, le monde demeure traversé par des conflits en Afrique, au Moyen-Orient, en Corée et jusqu'en Europe, en Ukraine. C'est dans ce contexte d'état de guerre qui traverse le monde que nous avons souhaité mettre le principe de guerre juste en débat. À quoi correspond ce principe dans l'histoire, selon qu'on le regarde d'un point de vue géostratégique, philosophique, militaire, d'un point de vue moral, d'un point de vue chrétien. Et puis, le pape François l'a remis en cause, ce principe. Pourquoi cette évolution? Quel impact? Nous vous proposons dans notre émission deux regards croisés, celui du général Benoît Durieux, directeur de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale et directeur de l'enseignement militaire supérieur. Bonjour, mon général. Merci beaucoup d'être avec nous. Vos ouvrages sont souvent des références. On pense aussi au dictionnaire de la guerre et de la paix. Et pour dialoguer avec vous, monseigneur Antoine de Romanet, bonjour. Bonjour. Évêque aux armées françaises depuis 2017, aumônier en chef du culte catholique. Vous êtes placé auprès du chef d'état-major des armées françaises. Pour commencer peut-être notre échange, on aimerait bien vous entendre tous les deux pour savoir si vous avez la même définition du principe de guerre juste qui s'est élaboré à travers les siècles. Je commence par le général, tiens. Oui, je crois que j'imagine, monseigneur, qu'on sera d'accord sur les racines de ce concept et sur les grandes lignes de sa définition. En fait, c'est un concept qu'on attribue souvent d'abord à Cicéron, ensuite à saint Thomas d'Aquin, puis à saint Augustin, en réalité qu'on retrouve, y compris dans la Chine ancienne. Mais globalement, les différents penseurs, d'abord chrétiens, et puis ensuite qui se sont peu à peu détachés de la référence chrétienne, se sont attachés à définir les critères pour décider la guerre et pour la conduire. Il fallait que la guerre soit décidée par une autorité légitime, il fallait qu'elle vise à une cause juste, il fallait qu'elle traduise aussi une intention droite, il fallait qu'elle obéisse à un principe de proportionnalité, qui est finalement celui du moindre mal, ne pas créer plus de dommages qu'on ne cherchait à en éviter. Il fallait aussi qu'il y ait des chances raisonnables de succès, et puis a pu être également exprimée la nécessité que ce soit un ultime recours seulement. Voilà, je crois que, je ne sais pas, monseigneur, s'il y a peut-être d'autres éléments, mais globalement, il me semble que ce sont ces principes sur lesquels tout le monde était à peu près d'accord, au moins par le passé. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est un principe extrêmement ancien. Saint Augustin d'abord, et puis saint Thomas d'Aquin ont réfléchi sur ce sujet. D'une certaine manière, jusqu'au XXe siècle, ces éléments de discernement ont été tout à fait essentiels. Et c'est vrai que la nouveauté, c'est la manière dont le pape François, à la suite du catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs qui n'utilise plus directement cette expression, mais qui renvoie à ces principes, le remet en cause, compte tenu de l'évolution de ce dont nous parlons, de ce qu'est la guerre, et de la manière dont ce principe extrêmement éclairant, et dans mon général, vous avez dit les aspects essentiels, dans les critères d'entrée en guerre, on pourrait ajouter aussi que le droit de la guerre ou la guerre juste, c'est aussi la conduite de la guerre, c'est-à-dire la proportionnalité par rapport à l'attaque, la discrimination entre les combattants et les non-combattants, l'interdiction de tout moyen intrinsèquement mauvais, et puis aussi le droit après la guerre. Et au fond, l'idée majeure, c'est qu'on ne gagne pas la guerre, on gagne la paix. Et c'est ça qui était tout à fait décisif. Et ces éléments de discernement qui sont extrêmement intéressants peuvent être aussi douloureusement manipulés. Et c'est ce à quoi le pape nous met en garde. Alors je crois on va y venir là-dessus. Comme nous sommes le 11 novembre, peut-être se redire d'un mot, je parle sous le regard du général, combien les guerres sont toujours des réalités atroces. Les militaires détestent la guerre parce que ce sont eux qui la font. La guerre, c'est une réalité de sang, de boue, de larmes, de sueur, d'acier. La guerre, c'est tragique.
d'abord et avant tout pour les plus pauvres et les plus petits. Et c'est ce que nous voyons actuellement en Ukraine et nous constatons. Je ne peux que concourir à ça et je crois que quand les papes successifs ont condamné la guerre, en réalité, ils rejoignent la conscience commune de l'humanité de manière assez naturelle. Et c'est vrai que l'évolution des positions de l'Église et dernièrement le pape François ont conduit finalement à écarter un peu ce concept de guerre juste. Si j'avais une question à vous poser, Monseigneur, ce serait à ce moment-là, par quoi c'est remplacé ? Parce que est-ce qu'on peut se contenter de condamner la guerre dès lors qu'on assume des responsabilités dans le domaine des hommes, des responsabilités politiques, des responsabilités militaires, des responsabilités diplomatiques ? Et c'est ça qui, je trouve, mérite aujourd'hui débat. Alors, ce n'est pas seulement un débat de l'Église, c'est un débat qui, à mon avis, est beaucoup plus large, évidemment. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce principe de guerre juste, Cicéron, puis ensuite des contributions des théologiens, des penseurs chrétiens, c'est aussi ce qui régit et ce qui a donné un cadre au droit international. Alors, oui, alors en tout cas, le droit international, et notamment la Charte des Nations Unies, finalement, reprend au moins l'un ou quelques-uns des critères qu'on a évoqués. La Charte des Nations Unies reconnaît le droit ne saurait porter atteinte au droit de tout État à assurer sa légitime défense. C'est ce qui est une reprise, en le restreignant, du principe de cause juste, en réalité. Alors, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'émission avec le général, mais la grande force des armées et la beauté de l'armée est précisément de prévenir le déchaînement de violence par la maîtrise de la force. Et tout l'art militaire est précisément d'éviter l'affrontement et d'éviter le désastre. Et ce qui a posé les questions aux chrétiens, à l'Église, au fil des siècles aussi. Absolument. Alors, les paroles des papes sur ce sujet sont d'ailleurs très nettes pour dire combien la vocation militaire est belle, grande et éminente. Et si des individus sont bien traités dans l'Évangile, ce sont bien des militaires. C'est vrai. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est que ces critères de guerre juste qui sont, et on comprend très bien pourquoi aujourd'hui, un peu remis en cause, parce que, comme vous l'avez dit, le principe de guerre juste a pu être instrumentalisé. Et pourtant, si on examine les critères qu'on a évoqués, ces critères de guerre juste, ils conduisent à dire que la théorie de la guerre juste, c'est en réalité une théorie de la limitation de la guerre. Et on renvoie en réalité à la sagesse stratégique, à toutes les grandes théories stratégiques. Si vous prenez le critère d'autorité légitime, par exemple, le critère d'autorité légitime, si on cherche à aller au-delà d'une définition purement formelle, c'est le fait que pour décider une guerre, ça n'a pas de sens si vous êtes seul, si vous êtes un dictateur, mais il faut que vous ayez pris conseil, il faut que vous soyez éventuellement appuyé par d'autres autorités morales. Le critère de cause juste, c'est que l'objectif que vous ayez défini soit limité, soit précis, que l'intention qui renvoie à la stratégie que vous allez avoir, c'est-à-dire l'objectif au-delà de la guerre, qu'il soit rationnel, qu'il soit réaliste, que la proportionnalité et la certitude du succès, ça fasse écho à une stratégie militaire, à des principes tactiques raisonnables. Et au fond, quand on regarde ce qu'ont dit les principaux auteurs sur la guerre, Machiavel, Clausewitz et bien d'autres, on constate qu'en réalité, leur théorie a été une théorie de la limitation de la guerre. Et l'intérêt aujourd'hui, un peu théorique en tout cas, de la théorie de la guerre juste, c'est que c'est aussi une théorie de la limitation de la guerre. Il faut que c'est là, si vous me permettez, le point essentiel, en général, c'est très précieux de la manière dont vous l'entendez. Je dois avouer que c'est la première fois que je l'entends formuler de manière aussi claire, parce que précisément ce contre quoi lutte le pape François, c'est l'utilisation du concept de guerre juste pour aller en guerre. Et ce qu'ils mettent en garde, c'est la manière dont on va récupérer politiquement cette notion pour mobiliser et justifier une entrée en guerre et se parer des plumes du pan, se parer de la morale pour des motifs d'intérêt particulier. Ceci s'ajoute le fait que, m'adoubant moi-même d'une pseudo-guerre juste, je transforme l'ennemi en détritus moral que je vais pouvoir piétiner à ma guise. Et donc
quand ce concept n'est qu'on pas un a concept de constaté. limitation, mais au contraire un concept de déploiement, comme une sorte de turbo mis aux volontés de puissance, ce concept est totalement détourné et tragique. Ça peut être tragique. Mais alors, il peut être détourné de deux façons. D'abord, évidemment, de toute façon, tout État qui déclare la guerre va la justifier. Donc, d'une certaine façon, il va se parer de tel ou tel de ces critères. On a pu le constater. On Pas le forcément constate, que ces dernières années ou ces derniers mois, mais beaucoup plus largement. En permanence les au dernières cours de l'histoire. Vous ne déclenchez jamais une guerre en expliquant que vous allez conduire une guerre injuste, mais que vous avez raison. Il y a toujours une justification. Alors, cela dit, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on constate que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des grands mouvements de pensée qui ont voulu mettre la guerre hors la loi, anéantir la guerre, dans les quelques décennies qui ont suivi, il y a eu des guerres totales, des conflits majeurs. C'est le cas à la fin du XVIIIe siècle, et les premières déclarations des révolutionnaires, c'est pour dire que la France ne fera jamais la guerre, et au contraire, elle a mis l'Europe à feu et à sang. À la fin du XIXe, et Victor Hugo et d'autres prônent la fin de la guerre, on aboutit à la guerre 14. Après la Première Guerre mondiale, pour des raisons très compréhensibles, on met la guerre hors la loi. Et en réalité, on choisit le déshonneur à Munich plutôt que la guerre. Et suivant le mot fameux, on a à la fois la guerre et le déshonneur, avec tous les ravages de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je crois que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est moins une théorie de la guerre juste qu'une approche juste de la guerre. C'est-à-dire que entre le choix de dire « je considère que la guerre est un outil du passé, un peu comme l'esclavage », et le fait de dire « la guerre est toujours tragique, est toujours malheureuse, mais malheureusement c'est un fait humain et il faut savoir le regarder et savoir comment réagir face à ça », eh bien évidemment, l'officier général que je suis choisit la deuxième solution. Allez jusqu'au bout, mon général, de votre propos, qui est pourquoi mettre la guerre hors la loi et pour conséquence des déclenchements de conflits majeurs ? Parce que si vous mettez la guerre hors la loi, alors très vite, vous allez vouloir faire la guerre aux fauteurs de guerre pour cette raison seulement. Et donc, vous allez déclencher une guerre qui va être totale. À partir du moment où vous dites que votre seule raison de faire la guerre, c'est d'empêcher l'autre de faire la guerre, vous allez d'une façon ou d'une autre déclencher un conflit qui n'aura plus d'objectif limité, qui aura un objectif complet de désarmement de l'ennemi, voire d'annihilation concrète. Pour remonter à l'histoire antique, c'est Rome qui anéantit complètement Carthage. Le cardinal Ratzinger, quand il était préfet de la doctrine de la foi, a fait un discours tout à fait impressionnant pour le 50e anniversaire du débarquement, lui en tant qu'Allemand, pour dire les raisons pour lesquelles il pouvait être justifié moralement d'entrer en guerre face à un État totalitaire venant supprimer la liberté et la dignité des individus. Alors, la difficulté sur ce sujet, c'est une sorte de réalisme avec un éclairage de discernement moral. C'est un peu facile pour certains, pour les pacifistes, de dire que toutes les guerres sont immorales. Les papes sont-ils des pacifistes ? Eh bien, précisément, la doctrine de l'Église est très claire sur ce sujet, est très nuancée. Il ne s'agit pas d'être dans ce rejet pacifiste de dire que toutes les guerres sont immorales. Toutes les guerres sont regrettables. La guerre n'est pas le moyen heureux de régulation des rapports de puissance entre les États. Mais de dire que toutes les guerres sont immorales, c'est hors sol. L'autre extrême serait de dire que c'est simplement des rapports de puissance et qu'il n'y a pas de morale. Eh bien, tout l'art consiste à précisément réguler les rapports de puissance dans ces critères de discernement moral que vous avez évoqués, mon général, pour permettre de mettre un peu de profondeur de champ et de s'interroger pour soi-même dans une optique de limitation et non pas dans une optique d'exaltation de la force. Alors vous l'avez évoqué tous les deux, le pape François a remis en cause ce principe de guerre juste de manière très, très explicite. Alors c'était déjà en germe peut-être dans l'expression même du Concile Vatican II où il était écrit dans Gaudium et Spes que l'Église considère tout acte de guerre comme un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. Mais je voudrais vous lire quelques extraits de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François pour poursuivre cette discussion. On fait facilement le choix de la guerre sous couvert de toutes sortes de raisons supposées humanitaires, défensives ou préventives, même en recourant
concourant à la manipulation de l'information. De fait, ces dernières décennies, écrit le pape, toutes les guerres ont été prétendument justifiées. Le problème, c'est que depuis le développement des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, sans oublier les possibilités énormes et croissantes qu'offrent les nouvelles technologies, la guerre a acquis un pouvoir destructif, incontrôlé, qui affecte beaucoup de victimes civiles innocentes. Nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Cette position du pape François, tout à l'heure vous avez interpellé Monseigneur de Romanet, mais vous allez pouvoir reprendre votre question. Est-ce qu'elle vous a surprise d'abord Oui, je veux dire que lorsque j'en ai entendu parler la première fois, plutôt par les médias, avant d'avoir lu moi-même le texte, j'étais un peu interrogatif. Mais en réalité, si vous lisez attentivement le texte, d'abord, il y a quelque chose qui est, à mon avis, assez incontestable et que vous rappeliez, Monseigneur, c'est-à-dire que il ne faut pas se parer des critères de la guerre juste, ou les critères de la guerre juste peuvent évidemment être instrumentalisés à toute autre fin que celui de mener une guerre juste. Et d'une manière générale, comme je le rappelais, chaque État ou chaque pays qui lance une guerre, de toute façon, va essayer de la justifier. Le deuxième point, qui est à mon avis incontestable aussi, c'est que la guerre, qui est l'emploi de la force, de la violence physique, de la force militaire, de mon point de vue, ne peut pas être vue comme une solution, et je suis d'accord, à un problème non militaire. Ce n'est pas pour régler un problème économique, ce n'est pas pour régler un problème d'identité que vous devez avoir recours à la guerre. Mais, in fine, la citation exacte du pape François, elle est beaucoup plus mesurée que celle qu'on a bien voulu lui prêter dans des raccourcis, à mon avis, hâtifs. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « la théorie de la guerre juste est une théorie absurde qui doit être mise aux oubliettes de l'histoire ». Il dit, et permettez-moi de la citer à nouveau, face à cette réalité, et il décrit une réalité d'un monde qui est plus que jamais menacé par la guerre, et que je pense aucun des chefs d'état-major, aucun des chefs d'État ne renierait en réalité en voyant la montée des menaces et malheureusement ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Il dit, il est très difficile, il n'est pas impossible, il n'est pas absurde, il est très difficile aujourd'hui, de défendre des critères rationnels, mûris en d'autres temps, pour parler d'une possible guerre juste. Je crois qu'il ne s'oppose pas à une approche, comme je l'indiquais, une approche juste de la guerre, et je crois qu'il a absolument raison de dire qu'on doit aujourd'hui se reposer les questions du droit vers la guerre, du jus ad bellum, du jus in bello, en regardant les possibilités nouvelles des armes. Ça, c'est effectivement absolument certain, et je pense qu'il y a une réflexion extrêmement fructueuse à mener là-dessus. Mais encore une fois, je pense que condamner, il ne condamne pas par principe la théorie de la guerre juste, je ne crois pas, en tout cas c'est pas comme ça que je le lis, et il ne s'oppose pas, heureusement, et je dirais que même ce texte nous invite comme d'autres textes, d'autres autorités morales ou politiques, à relancer une réflexion sur ce que c'est que la guerre aujourd'hui, sur la façon dont on doit l'approcher avec cette théorie à la fois de la guerre juste, mais aussi des théories stratégiques, qui sont des théories de limitation de la guerre. La théorie de la stratégie, la théorie militaire, c'est quand même une théorie tout à fait étonnante, puisque, et vous le rappeliez un peu, Monseigneur, elle vise à supprimer son objet, soit en dissuadant, donc en évitant la guerre, soit, le cas échéant, en la terminant le plus vite possible et en la circonscrivant le plus possible. Donc c'est quand même une théorie, finalement, très intéressante. Je crois que votre propos le manifeste bien. La guerre juste, c'est un concept qui a 15 siècles, 20 siècles. Au XVIIIe siècle, la guerre, c'était quelques milliers de soldats dans quelques champs de blé ou quelques vallées. Et puis on a eu le drame absolu de ces guerres mondiales, avec l'avènement de l'arme atomique. Et jusqu'à tout récemment, nous n'avions pas de compétition franche et directe, et même en Ukraine, ça reste ambigu, entre les grandes puissances. On sent bien qu'il y a une... Il y a eu toute la période de la guerre froide. Alors,
ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, le spectre est beaucoup plus large. D'abord par l'amplitude des armes qui sont à disposition, et l'armée française est sur ce point assez exemplaire en couvrant l'ensemble du spectre. Mais une des grandes idées majeures d'état-major aujourd'hui, et j'y consonne très volontiers, c'est qu'on est passé du système paix, crise, guerre, où on déclarait la guerre en gants blancs avec son ambassadeur et on signait la paix à Versailles en grande pompe, à une situation de compétition, confrontation, affrontement, où en réalité, l'ensemble des acteurs, à commencer par les alliés, sont en situation de compétition. Que cette compétition doit éviter de dériver vers une confrontation qui pourrait elle-même aller vers un affrontement. Et c'est là où tout l'art militaire est d'éviter que précisément ça dérive. L'un de nos ministres, sur une matinale, il y a quelques mois, s'est fait gravement rabrouer en disant que nous étions en guerre économique contre l'un des belligérants actuels. Le fond de l'affaire, c'est que c'est une opération spéciale d'un côté et que nous ne sommes pas... Il lui était pas permis de dire qu'on était en guerre. C'est une opération spéciale d'un côté et nous ne sommes pas co-belligérants de l'autre. Le fond de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, la guerre, elle est économique, financière, industrielle, technologique, culturelle, d'influence et militaire. Et au fond spirituelle. Parce que c'est une approche globale. Et que dans ces rapports de puissance, c'est une approche beaucoup plus large que simplement la dimension militaire. Ce qui d'ailleurs est très intéressant parce que ça remet la dimension militaire au centre, partie intégrante de cette équation. Pendant très longtemps, quand on était dans un état de paix, on disait aux militaires, mes amis, vous êtes gentils, allez vous entraîner dans votre bac à sable et laissez-nous tranquilles. On vous appellera quand on aura besoin de vous. On réalise aujourd'hui que nos armées font partie intégrante de cette équation renouvelée et que, qu'il s'agisse des fonds marins, qu'il s'agisse de l'espace, qu'il s'agisse du cyber, l'armée est en permanence en train d'éviter la dérive. Alors, Monseigneur, moi, je pense que vous décrivez très très bien le contexte actuel. Je me permettrais peut-être d'y apporter deux nuances. D'abord, je suis toujours assez mal à l'aise quand on emploie, de manière à mon avis un peu indue, les termes de guerre économique, guerre informationnelle, guerre cyber. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, à mon avis, et le sujet dont on parle aujourd'hui le montre assez, qu'il y a une analogie, mais il n'y a pas une identité de nature entre la guerre militaire, je dirais, celle qui fait des morts et des blessés, et les sanctions, les normes extraterritoriales, la lutte, la compétition économique. Et je pense que si on avait autour de ce plateau un Ukrainien, il ferait très bien la différence entre les bombes qui tuent des femmes et des enfants, et puis même les attaques cyber, ou même si elles coupent l'électricité. Donc vous contestez le terme de guerre hybride, par exemple ? Oui, je pense que c'est un terme intéressant qui suscite des débats. Mais la guerre hybride, c'est pas vraiment une guerre, elle n'est pas vraiment hybride en réalité. Donc, elle est très employée pourtant aujourd'hui, y compris au ministère de la Défense ou par les militaires eux-mêmes. Oui, mais alors elle appelle des débats, c'est-à-dire que c'est intéressant et ça suscite un débat. La guerre hybride, c'est le fait que vous employez des moyens, vous pervertissez l'emploi de moyens, vous utilisez le droit qui doit être fait pour protéger les plus faibles, pour, au contraire, favoriser vos intérêts. Vous utilisez les mouvements migratoires, en principe, pour protéger des personnes en grande détresse, au contraire, pour déstabiliser des pays alliés. Vous allez utiliser l'informatique à travers les attaques cyber, qui, au principe, est fait pour communiquer les gens, pour, au contraire, saboter ou espionner. Donc, je pense qu'il y a... Alors, ce que ça nous dit, c'est que en réalité, il y a la guerre, et juste ou injuste, elle procède toujours d'une paix injuste, en réalité, ou d'un manque de justesse des relations humaines en temps de paix. Et c'est ce que vous disiez très bien. Je pense que si on n'y prend pas garde, on part d'abord d'une compétition, et la compétition a aussi de grandes vertus, y compris économiques, mais ensuite on va aller vers une confrontation, les enjeux vont monter jusqu'à, à un moment donné, donner lieu à la déclaration de guerre. Et de ce point de vue-là, la théorie de la guerre juste, elle présentait l'intérêt, encore une fois, de limiter la guerre. Et la guerre, elle se limite de 4 façons, en réalité. Elle se limite d'abord parce qu'elle doit avoir un objectif limité, et pas un objectif total.
parce qu'elle doit être limitée, si possible, dans l'espace. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, heureusement, pour l'instant, elle reste limitée. C'est terrible pour le territoire ukrainien, mais elle reste limitée dans l'espace. Elle doit être limitée dans le temps. Là, on n'en voit pas bien. Et puis, elle doit être limitée entre ceux qui sont... elle doit être limitée au sein de la société. C'est-à-dire qu'il faut limiter l'implication des non-combattants. Et de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine est un exemple tragique où on voit la dérive progressive vers l'implication et le ciblage de toute la société ukrainienne. Et donc, je crois que là, il y a une sorte de continuité de la préoccupation de l'imitation de la guerre et de la justice dans la conduite des affaires, la justice du temps de paix et la justice du temps de guerre. Parce que je ne sais pas s'il y a des guerres, il y a beaucoup de guerres justes, mais en tout cas, il peut y avoir des non-guerres très injustes. Je reprends aussi votre question, Général Bonneau-Durieux, qui était celle à Monseigneur de Romanet au début de cette émission. Mais si le principe de guerre juste ne peut plus être, mis en œuvre, ou en tout cas servir de justification à la guerre, alors dans ces cas-là, par quoi il est remplacé aujourd'hui, dans le contexte que vous décrivez tous les deux? Alors, la question est de savoir de quoi on parle. Et je suis très marqué par une citation d'Alice au Pays des Merveilles. Celui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui dit les mots, c'est celui qui dit ce que les mots veulent dire. Alors qu'est-ce qu'une guerre? Donc le général Durieux, spécialiste de la guerre et que je respecte infiniment, nous dit ce qu'est une guerre dans son épure, en quelque sorte, et dans la clarté du concept. Ce à quoi s'appliquait la guerre juste. Mais pour reprendre les propos que vient de tenir le général Durieux et pour dire le contraire avec un infini respect, effectivement, qui sont les acteurs? Qui sont les combattants? Est-ce que c'est des civils? C'est des militaires? C'est des terroristes? On voit bien qu'aujourd'hui, n'importe qui avec un Stinger devient un acteur. Bon. L'espace de la guerre, on parle de la guerre contre le terrorisme. Il est où le champ de bataille? Ça commence où, ça finit où? Le temps de la guerre, qu'est-ce que ça veut dire gagner une guerre? Qui peut dire qu'il a gagné une guerre? Est-ce qu'en Afghanistan, quelqu'un a gagné? Est-ce qu'au Karabakh, quelqu'un a gagné? C'est précisément cette dilution des concepts qui fait que les mots deviennent difficiles. Je suis à la fois absolument d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les conditions de la guerre se modifient profondément, et donc il devient plus difficile de limiter la guerre dans l'espace, vous l'avez très bien dit, à cause de la portée des armes, tout simplement, y compris des attaques cyber qui peuvent être, elles, extrêmement destructrices, mais aussi les missiles balistiques de très longue portée, par exemple. Il devient difficile de distinguer le combattant et le non-combattant. Mais je pense que ça reste, malgré tout, ça doit rester une préoccupation. Et pour reprendre un terme que vous avez employé, je crois par exemple que là aussi, l'utilisation, le terme de guerre contre le terrorisme, ça reste une analogie. On ne fait pas la guerre à un phénomène, on fait la guerre à un groupe d'hommes animés par une vision politique et militaire. Mais si on fait la guerre contre les phénomènes, évidemment, le terme a son sens, mais c'est un peu de la même façon, on fait la guerre contre le cancer ou l'insécurité routière. Et je crois qu'il faut, alors ça a été beaucoup, c'est un terme, guerre contre le terrorisme, qui a été beaucoup employé par nos alliés américains notamment, mais on voit ce qu'il peut avoir de piégeux parce qu'il conduit à une guerre, effectivement, qui n'a plus aucune limite, ni spatiale, ni temporelle. Comment on gagne la paix? Parce qu'il y a cette formule que vous avez rappelée tout à l'heure, il ne s'agit pas de gagner la guerre, mais de gagner la paix. Comment on gagne la paix aujourd'hui dans ce contexte mondial dont le pape François dit qu'il y a une troisième guerre mondiale par morceaux aujourd'hui? Rappelons-nous un tout petit peu l'enchaînement des faits. 1870, l'Allemagne souhaite cristalliser son unité et l'empereur souhaite installer son fils. Et pour des raisons absolument tragiques, nos deux pays se font la guerre. Et la France, pendant 50 ans, va vivre dans une volonté de revanche absolument considérable, qui fait que là aussi, et ça interroge beaucoup sur la manière dont la guerre de 1914 s'est faite à partir de quelques brindilles. On met l'incendie avec une allumette quand on a envie de faire la guerre. Le drame, d'une certaine manière, mais je prêche pour ma paroisse, c'est la manière dont le pape Benoît XV n'a pas été entendu en 1917, quand il a invité les deux belligérants, la France et l'Allemagne, à cesser la guerre, à ne pas avoir d'autre but de guerre que de revenir à la situation précédente. Si on avait écouté le pape Benoît XV, qui s'est fait honnir aussi bien par les Français catholiques que par les Allemands, deux peuples chrétiens qui étaient en train de se détruire, on aurait évité des millions de morts,
On aurait surtout évité le traité de Versailles et on aurait évité ce ressentiment allemand qui a quand même conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le fait de ne pas avoir gagné la paix se traduit par des conséquences funestes. Il n'y a de paix que dans la justice et la charité. Et le pape François insiste beaucoup dans ses écrits, disant aux pays occidentaux notamment, n'allez pas vous imaginer que c'est avec vos armes que vous allez régler les situations. Quand vous êtes dans une situation structurellement injuste, quoi qu'il arrive, vous êtes dans une situation de violence. Alors vous pouvez peut-être la contenir par des armes, mais c'est là où c'est l'approche globale de rapports de puissance et de rapports de force qui font que gagner la paix, c'est rentrer dans une dynamique de justice, de compréhension, de dialogue, et c'est précisément à bien des égards ce qui manque tellement à notre époque de Nations Unies par trop démonétisées, qui aujourd'hui, parce que quand on étudie le droit international, et moi Gérard, vous êtes beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet, le droit international n'a aucune valeur d'autorité sur quelque État souverain, d'une manière ou d'une autre, et c'est plus des pressions morales et des guerres d'influence. Oui, ça c'est tout à fait certain. Et en tout cas, le droit international a malheureusement de moins en moins, sans doute, de valeur aux yeux de beaucoup d'États. Je crois qu'on perd progressivement de vue parce que l'enchaînement des générations fait son œuvre, les drames du XXIe siècle. Et la difficulté, en effet, et c'est pour ça qu'encore une fois, je crois qu'il est très important de mettre des limites entre la paix et la guerre, parce qu'une fois que la guerre a commencé, une fois que l'affrontement des armes commence, une fois que les morts s'ajoutent aux morts, alors il y a le phénomène que Clausewitz appelait la montée aux extrêmes, la spirale de la violence, qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de renoncer, d'arrêter une guerre une fois qu'elle a commencé que de ne pas la commencer. Parce qu'une fois qu'il faut expliquer à ces sociétés qu'il y a eu 10 000, 100 000 morts et qu'on n'a pas atteint les objectifs, c'est difficile. Je crois que dans tous les pays du monde, c'est un peu pareil. Et c'est vraiment le piège de la guerre qui a, comme le disait le même Clausewitz, a sa vie propre, qui est une sorte d'organisme vivant. Une fois qu'on l'a lâché, qu'on l'a fait sortir de son lit, on ne peut plus le maîtriser ou il devient extrêmement difficile à maîtriser. Alors j'imagine qu'en vous écoutant, ceux qui vous regardent se disent, mais alors du coup, vous avez parlé de la situation en Ukraine, comment est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on cherche suffisamment à gagner la paix ? Je crois que vous entendre tous les deux sur ça. C'est un sujet évidemment difficile, douloureux pour l'Europe, parce qu'au fond, cette guerre en Ukraine, elle est une guerre finalement tout de même entre Européens. Je crois que là, il faut, je ne sais pas si c'est les critères de la guerre juste, mais en tout cas, ce qui est certain, et il faut le dire fermement, dans cette guerre en Ukraine, il y a un agresseur et un agressé. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a assez peu de doutes. Alors, est-ce qu'on cherche suffisamment la paix ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la France, notre pays, et le président de la République en particulier, a cherché jusqu'au bout à entretenir le dialogue. Il était extrêmement critiqué pour ça, d'ailleurs, avec les dirigeants russes. Que l'objectif de la France, en considérant que l'Ukraine est agressée, c'est de permettre à l'Ukraine de reconquérir son territoire. Et donc, nous aidons l'Ukraine, mais que notre deuxième objectif, notre intention, si vous voulez, là on agit sur la cause, mais notre intention, si on revient sur ce que je disais, le fait que l'intention dans la guerre juste, ça définit une part de notre stratégie. Notre intention, c'est d'éviter que le conflit s'étende au reste de l'Europe. Et là, on est toutes dans cette difficulté, dans cette ambiguïté. Une fois que la guerre a commencé, il ne suffit pas de vouloir la paix. Il faut savoir comment, et c'est toute la difficulté à laquelle on est confronté, et les pays occidentaux, plus largement la communauté internationale est confrontée aujourd'hui. Monseigneur. On est dans une situation tout à fait tragique qui s'apparente à une guerre civile, puisque les combattants avaient leurs grands-parents, pour la plupart, à Stalingrad. Ce qui m'impressionne dans cette réalité, c'est l'aspect poupée russe. C'est-à-dire que vous avez un conflit militaire entre les Ukrainiens et les forces d'occupation. Mais derrière cela, on voit bien que c'est un ensemble de réalités, malgré tout, d'intérêts économiques,
d'intérêts industriels, d'intérêts financiers, d'intérêts d'alliance. Et nous voyons qu'il y a des conséquences très fortes qui se vivent aujourd'hui, à commencer par notre propre pays, sur l'évolution du prix d'un certain nombre de matières premières. Et c'est l'ordre du monde qui, pour une part, se trouve bouleversé. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est la manière dont, aujourd'hui, les questions se posent à un plan mondial. Et que toutes les réalités, on pouvait sourire il y a quelque temps de ce vol de papillon à Saint-Pétersbourg qui avait des conséquences à Santiago du Chili. Mais nous constatons aujourd'hui qu'un petit virus a des conséquences planétaires, que toutes les grandes questions aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'eau, de l'air, de l'énergie, des ressources naturelles, du carbone, sont à l'échelle de la planète. Et que donc, d'une certaine manière, tous les conflits impactent potentiellement la planète. Alors ce qui est très impressionnant, c'est que la manière dont le nucléaire, pour une part, vient transformer la problématique de la guerre juste, puisque le nucléaire a ce paradoxe de contenir la violence au double sens du mot contenir. Il fait peur à tout le monde. Parce que ça renferme une violence considérable. L'homme, d'une certaine manière, a été mettre le doigt sur l'origine de la matière, où dans très peu de matière, vous avez une énergie absolument considérable qui nous fait penser à ce qu'a dû être le Big Bang à une échelle planétaire. Et ça contient la violence au sens que ça l'empêche. D'une certaine manière, ce qui est très impressionnant, c'est que ce dont il s'agit, en l'occurrence, dans les prétextes qui sont avancés, c'est est-ce que l'Ukraine va appartenir à l'OTAN, c'est-à-dire à une alliance nucléaire, c'est-à-dire au fait que l'agression contre l'un des membres entraîne la réponse de l'ensemble des membres. Et on revient d'une certaine manière que la réalité nucléaire contraint positivement le conflit à être à bas bruit. Et à être assez circonscrit, un petit peu comme un chirurgien qui, avec son scalpel, aurait déterminé un champ d'opération très, 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 très limité, alors même que ce conflit a des répercussions planétaires. Et qu'aujourd'hui aussi, on peut imaginer qu'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, ou un conflit entre les deux Corées, un conflit entre la Chine et le Japon, tout ça aura des conséquences planétaires. Et donc, c'est une prise de conscience globale de notre fraternité à la surface de ce monde qui doit conduire à réaliser que nous portons ensemble ces questions décisives et que d'une certaine manière, dans une formule peut-être un peu lapidaire, c'est la fraternité ou la mort. Si nous ne comprenons pas qu'il y a un bien commun qui dépasse les intérêts individuels et par lequel nous acceptons de renoncer à un certain nombre de choses qui sont peut-être dans notre intérêt, notre confort actuel, alors si nous bâtissons les choses simplement sur des rapports de force, avec les moyens militaires dont nous disposons aujourd'hui, nous allons vers l'anéantissement de la manière la plus claire. Je voudrais élargir la zone géographique et nos réflexions, parce que vous avez conduit et pris part à des opérations aussi beaucoup en Afrique. Et on sait que beaucoup de nos téléspectateurs nous suivent depuis l'Afrique. On en est loin de cette approche de fraternité, de conscience du bien commun. Oui, si vous faites référence aux conflits qui étaient en cours et qui sont toujours en cours au Sahel, si on en est loin, c'est aussi parce que, au fond, les guerres les plus terribles, ce sont les guerres civiles, les guerres liées à l'éclatement des États, à la faillite des États. Et au fond, au Sahel, c'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas une guerre entre le Mali et le Tchad, c'était une guerre au sein de sociétés qui sont gangrénées par des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes, des luttes d'influence. Et là, il devient extrêmement difficile, en effet, de faire prévaloir les principes que vous évoquez et qui sont, je dirais, extrêmement forts et extrêmement importants. Et je crois qu'il ne faut jamais cesser de les rappeler. Et de ce point de vue-là, et là, le militaire que j'étais sur des théâtres d'opération, pour ma part un peu en Afrique, et puis en Bosnie, en Afghanistan, quand on se retrouve face à l'autre, quel que soit, je dirais, le parti qu'il porte, la position qu'il porte ou ce qu'il représente, on se retrouve face à un homme avec lequel parfois on va engager l'épreuve de force, mais que pour autant, on ne cesse jamais on ne doit jamais cesser de respecter parce que c'est un autre homme et on pense que aussi il a une vie en dehors de la guerre, il doit pouvoir éventuellement avoir une vie après la guerre en fonction des aléas des combats. Et je pense que là, il y a ce grand mystère de la question de la guerre. Et quand on parle de la guerre juste,
la guerre, elle repose aussi en réalité sur des conventions internes à elle. Et c'est ce qu'on appelle souvent le jus in bello, mais ce n'est pas seulement ça. Parce que ça, c'est une approche très juridique, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi le fait que la guerre, c'est aussi, par moments, en tout cas la guerre comme institution, telle qu'elle était d'ailleurs développée en Europe pendant très longtemps, avec de très nombreux écarts, mais elle a aussi été pensée comme un moyen de canaliser la violence pour éviter que ce soit la guerre de tous contre tous, comme le disait Hobbes. Cette expérience que vous nous partagez, jusqu'à une expérience personnelle dans l'engagement de la force du conflit, c'est une expérience personnelle ou c'est partagé par d'autres qui font partie de ces forces militaires? Il y a une question d'ailleurs de Marc, vous savez, dans notre émission, il peut y avoir des réactions de téléspectateurs qui nous aident à construire ces émissions, qui se posent la question justement concrètement du service des hommes et des femmes qui s'engagent dans l'armée et qui posent la question du maintien de la paix, ce qui concourt vraiment au maintien de la paix. C'est toujours cette question. Bien. Mon expérience personnelle, elle est très, très partagée, je crois, entre les différents chefs militaires, c'est qu'il n'y a pas de guerre non seulement juste au sens où on appliquerait des principes respectables, mais aussi de guerre efficace si, en réalité, vous ne respectez pas celui qui est en face de vous. Pourquoi ? Parce que l'objectif est bien, la plupart des cas, c'est pas de l'anéantir en tant que collectivité, c'est de l'amener soit à déposer les armes, soit au moins à renoncer à l'intention hostile qu'il avait contre vous. Et donc, ce qui n'est pas forcément partagé par le belligérant d'en face. Oui, mais en réalité, il y a un moment où il va y avoir une sorte de communauté, moi que j'ai pu toucher du doigt à plusieurs reprises, parfois avec des Serbes en Bosnie, y compris avec des insurgés en Afghanistan, où au fond, il y a cette idée que la façon dont vous faites la guerre est plus ou moins respectable, y compris de gens qu'on a trop vite nommés terroristes, en réalité. Alors, vous aurez noté depuis le début de l'émission que nous avons une force centrifuge, une force centripète. Le général Durieux est très attentif à ce que le terme de guerre ne soit pas dénaturé. Et moi-même, je suis attentif à élargir le concept de guerre d'une manière extrêmement globale, et variée et kaléidoscopique. Mais le général pointe quelque chose de tout à fait essentiel. C'est que ces rapports de force entre États et entre personnes, formidables qu'ils soient assumés et canalisés par des militaires qui ont une formation très remarquable dans l'art de contenir la violence, qui ont aussi un code d'honneur, un code d'emploi, un respect de l'autre tout à fait décisif. Qui se respecte plus qu'un chef militaire face à un autre chef militaire ? Le code d'honneur de l'armée, la loyauté, l'engagement, la fraternité, le rapport à l'autorité sont exemplaires dans nos armées. Et donc, le fait pour des États d'avoir des forces militaires qui assument ces rapports de puissance et qui les gèrent avec un code d'honneur tout à fait essentiel, ancestral, et qui fait partie de l'ADN même, qui fait qu'un militaire n'est pas un mercenaire, qu'il engage sa vie, et c'est les grandes questions essentielles. Qu'est-ce qui mérite de prendre la vie de l'autre ? Qu'est-ce qui mérite d'engager ma propre vie ? C'est l'immense question de la mort, et c'est l'immense question de la dignité et de la liberté. Eh bien, ces questions, un militaire les réfléchit durant toute sa carrière. Il ne cesse d'y penser. Et lorsqu'il fait usage de ses armes, il le fait de manière extrêmement réglementée. L'engagement des armes est quelque chose de très hiérarchisé et d'extrêmement codifié. Pour les armées françaises. Pour les armées françaises, mais il y a un code d'honneur des militaires qui font qu'un militaire respecte un autre militaire. Et je crois que c'est aussi un des défis, c'est de voir en l'autre un homme dans sa dignité et non pas un animal ou une bête à traquer. Parce que quand je regarde ainsi mon adversaire, c'est moi-même que je déshumanise. En réalité, oui, je suis... merci des mots que vous avez eus, Monseigneur, et je crois que c'est en tout cas ce que les militaires français essayent de ce vers quoi ils essayent de tendre. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est que dans l'armée française ? Pas seulement, heureusement, c'est dans toutes les armées. Alors on pourrait dire dans un premier temps, dans toutes les armées qui partagent les grandes valeurs démocratiques, occidentales, mais pas seulement en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, et on a pu le constater un petit peu en Ukraine avec l'armée russe, une armée qui se livre à des exactions, à des crimes de guerre,
c'est jamais une armée qui est sur la voie du succès. C'est probablement pas une armée qui est bien commandée. C'est probablement une armée dans laquelle les officiers ont démissionné. Et donc, je dirais que une armée, quelle qu'elle soit, une armée efficace qui va remplir sa mission au service des objectifs politiques et au service de la limitation de la guerre, d'une certaine façon, de cette canalisation de la violence, c'est nécessairement une armée qui va observer un certain nombre de règles de conduite. Parce que la guerre, c'est si terrible que si vous vivez en permanence avec la haine au cœur et en abandonnant toute règle de conduite, ça devient encore plus difficile. Et c'est toute l'importance, pardonnez-moi d'un mot, de la force morale. Si vous n'êtes pas absolument convaincu moralement que vous devez vous engager, alors c'est la débandade. Et nous voyons bien que la force d'âme, lorsqu'elle se dilue dans les exactions, conduit à l'éparpillement complet de la force. Et il y a donc, qu'est-ce qui anime très profondément? Et la structure militaire, la formation militaire, l'âme des militaires les aide considérablement à se structurer dans une situation de haute intensité où tout viendrait très vite à se désintégrer. Et alors dans le monde, le contexte culturel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où justement ces valeurs morales dont vous parlez, ce qui fait la force d'âme, a plutôt tendance à se déliter, est-ce que ça suscite de l'inquiétude? C'est une vraie question, si vous voulez. C'est impressionnant de voir la manière dont, aujourd'hui, nous faisons face à une réalité à l'Est qui met en avant l'orthodoxie et une réalité au Sud qui met en avant des valeurs islamiques. Et la manière dont M. Poutine, récemment, pour justifier un certain nombre d'annexions, termine son propos en disant combien il ne souhaite pas à ses concitoyens d'avoir à mettre par an 1, par an 2 sur les fiches d'état civil. De même, vous comprenez bien que je n'ai aucune sympathie particulière pour les talibans, mais on peut comprendre qu'ils ne souhaitent pas directement avoir la GPA ou la PMA. C'est des questions de morale. Et donc ça pose la question de savoir ce en quoi nous croyons, quelles sont les valeurs que nous défendons, qu'est-ce qui mérite d'engager sa vie, encore une fois. Et Régis Debray insiste sur le fait que vous ne pouvez pas construire la nation et la République sans valeurs transcendant la République. Et donc, quelles sont les forces morales qui nous permettent de nous constituer ensemble, de passer, de faire d'un tas un tout et de donner une dynamique? Qu'est-ce que nous avons à défendre et qu'est-ce qui mérite d'engager notre vie? C'est la question décisive qu'effectivement ces situations posent. Je voudrais citer le président Emmanuel Macron. C'était le 23 octobre dernier. La communauté Saint-Egidio organisait une rencontre internationale. Je voudrais le citer brièvement où il parlait bien en tant que président de la République, d'une République où l'État est séparé de la religion, et en même temps il demandait à ce que les responsables religieux s'engagent, et même une force de résistance, disait-il, face à la folie des temps. Et ces termes sont très marquants, notamment dans l'attention à la dignité de la personne. Ce qui importe, c'est défendre la dignité de chacun, ne jamais céder en quelque sorte à la pulsion de pureté, disait-il, que d'aucuns voudraient convoquer, à défendre le respect, le devoir de prendre soin des plus fragiles et d'apporter aussi une réponse essentielle dans nos sociétés que nous ne saurions apporter. J'imagine que le nous, c'est les responsables politiques, celle de l'enracinement et du salut. Peut-être un dernier échange dans notre émission sur ce point. Général Durieux. Non, je crois que le président de la République, d'abord, à l'évidence, il fait référence, ou en tout cas, ça fait écho à l'instrumentalisation de la religion par certains responsables religieux ou prétendant l'être, à la fois, comme vous le disiez, Monseigneur, au Sud, certains responsables d'un islam radical, ou bien, il faut bien le reconnaître, les déclarations récentes de du patriarche Kirill de Moscou, qui clairement non seulement fait sien les objectifs du président Poutine, mais en plus les enrobe d'une justification qui n'est même plus du registre de la guerre juste, mais plutôt de la guerre sainte. Et donc là, je pense qu'il est bienvenu de mettre en garde contre ce type de dérive. Après, moi, je pense en effet que la guerre ne doit pas être tout dans une société, que le militaire, par exemple, est là pour se préparer à l'affaire si nécessaire, mais il doit y avoir d'autres autorités, les autorités politiques qui doivent donner du sens, les autorités religieuses ou philosophiques qui doivent aussi, d'une autre façon,
donner du sens et rappeler un certain nombre de principes fondamentaux. Je pense que c'est effectivement extrêmement précieux. Il me semble que nous bouclons de manière assez intéressante sur la réflexion de la guerre juste, et dans le grand danger que vous avez souligné, mon général, d'idéologisation de ce concept. Le grand drame, c'est celui de l'idolâtrie. Idolâtrie du politique ou idolâtrie du religieux. Une idole, c'est une réalité de ce monde qui passe, devant laquelle je me prosterne comme si elle allait me donner le salut. L'idolâtrie du religieux, c'est considérer que mes intérêts correspondent à une réalité religieuse, c'est être d'accord avec Dieu, que Dieu soit d'accord ou pas, et annexer Dieu au service de mes intérêts. C'est nauséeux. L'idéologie politique, c'est de considérer qu'il n'y a plus ni bien ni mal autre que ce que je détermine. Et le président de la République, dans son discours fondateur au Collège des Bernardins, qu'à bien des égards son propos à Saint-Égidio reprend d'une manière très éclairante, c'est que la tentation permanente du politique, c'est de mettre la main sur le religieux. Et la tentation permanente du religieux, c'est de mettre la main sur le politique. Vous arrivez à une situation totalitaire. C'est cette pleine reconnaissance de la consistance décisive du politique, légitime en son ordre, et du religieux, légitime en son ordre, et dans cette fécondation croisée permanente, qui permet ni aux politiques ni aux religieux de se prendre pour le tout. Et chacun de féconder la réflexion de l'autre, de manière à ce que ce soit véritablement le meilleur de la société, en interaction les uns avec les autres. Je ne suis pas le détenteur de la vérité absolue par moi-même, je suis dans un dialogue permanent et je crois que ces réalités de dialogue, d'échange, de communication, au plan des individus, comme au plan de la société, comme au plan international, sont la clé absolue de la construction de la paix, la guerre n'étant jamais qu'une étape vers cette paix que nous souhaitons tous. Pour conclure cette émission, alors que, et on l'a dit au début, le monde est traversé par cet état de guerre, est-ce que vous tenez bon, vous, dans l'espérance, et si oui, quelle est-elle, Général Durieux ? L'espérance, en tout cas mon espérance de chef militaire et de citoyen en réalité, et de citoyen en particulier européen, c'est qu'évidemment cette guerre en Ukraine va trouver une fin et qu'elle trouvera une fin qui sera construite sur précisément des valeurs communes et des valeurs communes européenne, parce que je suis profondément convaincu que l'Europe continue de représenter quelque chose ou a quelque chose à dire au reste du monde. Et il faut qu'on envoie le bon message, et celui qu'on envoie actuellement à travers la guerre en Ukraine n'est sans doute pas le bon. J'ai eu la chance, la grâce de découvrir la réalité militaire en immersion complète à 54 ans. Et de réaliser avec admiration ces dimensions de cohésion, de fraternité, de solidarité, de communauté que les hommes, sous les drapeaux, au service d'une cause, s'engagent à accomplir. Et je crois que ce qui se vit dans nos armées, où l'ensemble des hommes sont mobilisés par un objectif commun reçu, sans interroger l'autre sur ses convictions religieuses, idéologiques ou philosophiques, mais ensemble au service d'une même cause, je crois que c'est emblématique, de même que nos aumôneries au sein de la réalité militaire, c'est emblématique et ça doit féconder l'ensemble de notre pays pour montrer combien c'est notre fraternité qui, ensemble, nous permettra de bâtir la paix à tous les étages. Et ça se vit déjà dans nos armées d'une manière admirable. Merci beaucoup à tous les deux pour vos contributions, vos réflexions, aussi vos enracinements, parce que j'espère qu'ils peuvent nous permettre aussi de mettre un peu à distance nos peurs, nos angoisses, pour réfléchir à la manière non pas seulement de gagner la guerre, mais surtout de gagner la paix. N'hésitez pas à réagir sur notre mail en débat@ktotv.com, et puis bien sûr vous pouvez retrouver notre émission sur notre site. Merci à Philippine de Saint-Pierre, à Marine Le Boulanger, Grégoire de Rennes et la rédaction pour la préparation de cette émission. Merci aussi à toute l'équipe mobilisée en régie et merci à vous pour votre fidélité. À bientôt.